Elle a envoyé un message. Je reviens dans 10. Quand elle est arrivée, les serrures étaient différentes. J'étais assis sur les marches, sans faire les 100 pas, sans pleurer, simplement immobile. Cette immobilité qui vous envahit après qu'une tempête a déjà mis votre vie sens dessus-dessous. On ne sait plus très bien ce qui est brisé ou ce qui tient encore debout. On reste juste assis et on attend que le silence s'explique de lui-même. Quand j'ai vu le message apparaître, je n'ai pas répondu. J'ai simplement glissé le téléphone dans ma poche et me suis approché de la fenêtre du salon. J'ai écarté le rideau de quelques centimètres et j'ai observé. Elle était là, Samantha, portant ses ballerines blanches dont elle se plaignait toujours qu'elles lui faisaient mal aux orteils, mais qu'elle mettait quand même parce qu'elle donnait à ses jambes un air estival. Elle tenait un sac en plastique de chez Target dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle s'est arrêtée net quand elle a essayé d'ouvrir la porte et qu'elle a réalisé qu'elle ne cédait pas. Elle a fixé la poignée plus longtemps que nécessaire, comme si la serrure l'avait trahie, comme si elle lui devait quelque chose. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, elle n'a pas encore frappé à la porte. Pas tout de suite. D'abord, elle a regardé autour d'elle, a vérifié la sonnette caméra, a remarqué qu'elle avait disparu. C'est à ce moment-là que ses sourcils se sont froncés et que sa bouche s'est entr'ouverte. Elle a fait un pas en arrière. La première pulsation de panique l'a parcourue. C'est là qu'elle a frappé. Des coups brefs et irrités, comme si elle attendait un colis et que le livreur était en retard. Elle a frappé de nouveau plus fort. 3 coups secs. Je les ai comptés dans ma tête. 1, 2, 3. Elle a sorti son téléphone. Il a sonné. Mon nom s'est allumé sur l'écran. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle a rappelé. La sonnerie a retenti une 3e fois. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire. J'avais absolument tout à dire. Simplement, je n'allais pas le dire selon ces termes. Plus maintenant. 11 semaines s'étaient écoulées depuis que je savais. Pas que je le devinais. Que je savais. Je vous raconterai cette partie plus tard. Mais pour l'instant, sachez que ce n'était pas un pressentiment, ni un soupçon. C'était confirmé. Froidement. Définitivement. Le genre de confirmation qui vous laisse sans air dans la poitrine. Le genre qui vous fait regarder votre propre reflet 2 fois, comme si vous n'étiez plus sûr d'être encore dans votre propre peau. Samantha me trompait. Un type au sourire éclatant et bien membré nommé Brian de son bureau. Je ne l'avais jamais rencontré. Je n'en avais pas besoin. J'en avais assez vu. J'ai vu comment son langage corporel changeait quand elle recevait ses messages. J'ai vu cette lueur sur son visage, qui autrefois m'était destinée, maintenant redirigée vers un écran, qu'elle inclinait loin de moi chaque fois que j'entrais dans la pièce. La première fois que j'ai été certain, c'est à sa façon de sourire à son téléphone, avant de le retourner face contre table. Ce soin particulier, celui que les gens n'ont que lorsqu'ils cachent quelque chose. La 2e fois fut pire. La 2e fois, c'est ce qui m'a fait tirer le premier fil. Son voyage d'affaires à Atlanta. Il n'y avait pas d'Atlanta, pas de conférence dans un hôtel, juste elle, Brian, et une maison de location au bord d'un lac à 3 comtés d'ici. J'ai trouvé le reçu dans ses emails. Elle avait utilisé notre compte joint et avait oublié d'effacer la confirmation. J'ai lu l'email d'enregistrement 3 fois. Escapade romantique pour 2 figurait dans l'objet. Le mot de passe du Wi-Fi était « Cœur du lac 2024 ». Elle m'a dit qu'elle était épuisée à son retour, qu'elle avait été en réunion toute la journée. J'ai hoché la tête et je l'ai embrassée sur le front. Ce baiser m'a retourné l'estomac. J'ai commencé à enquêter en silence, pièce par pièce. Je n'étais pas émotif. Je n'étais même pas en colère. Je collectionnais simplement les preuves.
Des fils de SMS, des journaux d'appel, des documents Google partagés sous de faux noms. J'ai tout enregistré, sauvegardé sur un disque crypté. Je n'ai pas planifié une vengeance. J'ai planifié la clarté. Je devais être sûr à 100%, car une fois que j'agirais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et aujourd'hui, c'était le jour d'agir. Samantha était toujours dehors, frappant maintenant comme si un propriétaire allait répondre. Ses SMS continuèrent d'arriver. « Jason, ce n'est pas drôle. Ouvre la porte. » Sérieux, c'est quoi ce bordel? Je l'ai entendu donner un coup de pied dans la porte. Pas fort, juste assez pour me faire savoir qu'elle perdait patience. Mais elle n'était pas en panique. Pas encore. Elle pensait toujours que c'était un caprice, un jeu. C'est le genre d'ego qu'elle s'était construit. Elle pensait que je ne partirais jamais vraiment, que je ne changerais jamais les serrures. Elle s'était conditionnée à croire qu'elle détenait le pouvoir, que peu importe à quel point elle me manquait de respect, je resterais, parce que je n'aurais pas le courage de faire autrement. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Avant de partir pour Target, elle m'a dit qu'elle serait rapide, qu'elle prendrait quelques encas pour le week-end et achèterait un nouveau chargeur de téléphone. Elle a dit qu'elle reviendrait dans 10 minutes. Elle souriait en partant. J'étais resté calme tout le temps, mais quand elle est arrivée, quand je l'ai vue atteindre la poignée et réaliser qu'elle ne fonctionnait pas, j'ai senti quelque chose se remettre en place dans ma poitrine. Ce n'était pas de la vengeance, ni de la fierté. C'était du soulagement. Parce que la porte était fermée, et pour une fois, elle ne pouvait pas mentir pour rentrer. Elle a fait le tour du porche, comme si elle cherchait une réponse, comme si la maison elle-même pouvait avouer ce qui s'était passé pendant son absence. Finalement, elle s'est baissée, a remarqué le carton, cette boîte que j'avais laissée au bord du paillasson, non scotchée, juste soigneusement repliée. L'étiquette sur le dessus disait une seule chose. « À toi ». C'est là que son visage a changé. La tension autour de ses yeux s'est fondue en quelque chose de plus lourd. Elle s'est accroupie lentement et a ouvert la boîte. Elle n'y a pas mis la main tout de suite, elle a juste écarté les rabats et a fixé l'intérieur. Ses mains flottaient, là figées. J'imaginais qu'elle verrait la photo du dessus, une impression pas numérique. J'y avais veillé d'elle, et Brian, bras dessus, bras dessous, marchant dans la rue principale. Il tenait un café glacé. Elle avait sa veste sur les épaules, en train de rire. Sa bouche était grande ouverte, les yeux fermés, la tête penchée juste assez pour que je sache que ce n'était pas un faux rire. Elle disait souvent que je ne la faisais plus rire comme ça. Sous cette photo se trouvait la chaussette, celle que j'avais trouvée coincée derrière le sèche-linge entre le mur et le sol. Ce n'était pas la mienne, loin de là. Je portais des chaussettes de sport invisibles. Celles-ci étaient longues, noires et de marque. XL cousues sur le talon. Je les sortis une fois les sentis, les regrettés. Je l'ai quand même gardé. Je l'ai jeté dans la boîte. Puis sont venus les reçus, les captures d'écran, la confirmation de réservation de la Maison du Lac. L'événement de calendrier qu'elle pensait privé enregistré sous « Session de branding Caroline du Sud », mais tagué avec l'email de Brian. Elle s'est relevée lentement, la boîte à la main, et s'est retournée vers la porte. Elle a de nouveau frappé. Cette fois, ce n'était pas des coups légers. C'était une exigence. 3 coups sourds du poing. « Jason, c'est quoi ce bordel? Tu te fiches de moi, là ?» Je n'ai toujours pas bougé. Je pouvais voir sa silhouette à travers le verre biseauté. Je pouvais voir à quel point son corps était raide. Sa respiration était saccadée maintenant. Elle n'était plus confuse. Elle savait. Et elle était furieuse. Pas parce qu'elle s'était fait prendre, mais parce que je réagissais. J'ai laissé le silence s'étirer. Plus d'appels. Plus de SMS. Elle a commencé à crier. « C'est du harcèlement. Tu ne peux pas me virer de ma propre maison. » Je le pouvais. Et je l'ai fait. Il y a 2 jours,
j'ai rencontré un avocat. J'ai tout fait vérifier. La maison est à mon nom, achetée avant notre mariage. Elle ne s'est jamais souciée de se mettre sur l'acte de propriété. Une chose dont elle avait ri un jour. C'est ton domaine chéri, disait-elle. Maintenant, cette paresse se retournait contre elle. Elle n'avait aucun droit légal sur cet endroit. Elle n'était qu'une invitée. Et cette invitation était révoquée. Elle a appelé quelqu'un, probablement. Brian a marché jusqu'au bord du porche, le téléphone à l'oreille, faisant les 100 pas, comme un personnage de comédie qui perd la tête. Je pouvais entendre des bribes à travers la fenêtre, sa voix montant. Non, je ne sais pas pourquoi. Il a juste mis mes affaires dehors comme si c'était des ordures. Non, Brian, écoute-moi. Elle s'est retournée en pleine phrase et a donné un coup de pied dans la boîte sur le porche. Les vêtements se sont répandus. La photo encadrée de nous s'est brisée sur la marche. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Silencieux, lent, délibéré. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte, et nous étions là, face à face. Elle s'est figée, les yeux écarquillés, mais brûlants. « Tu veux parler maintenant ?» ai-je demandé. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Elle n'y était pas préparée, car pour la première fois dans ce mariage, je ne demandais plus. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Ses pupilles se sont plantées dans les miennes, cherchant quelque chose qu'elle pourrait encore manipuler, quelque chose de doux, de familier. Mais je ne lui ai rien donné. Pas un tic, pas un clignement d'œil. Samantha a essayé de faire un pas en avant. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, sur le seuil, lui bloquant le passage. « Tu as complètement perdu la tête », a-t-elle finalement dit, avec cette voix qu'elle utilisait quand un serveur lui apportait le mauvais verre. « Non », ai-je répondu. « J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas savoir qui tu étais vraiment. » Ses lèvres se sont séparées. Le choc, puis cet éclair d'ego, ce vieux réflexe de contrôler le récit. « C'est de la folie, » a-t-elle dit. « Tu ne sais même pas ce que tu as vu. »« Je sais exactement ce que j'ai vu, » ai-je dit, et je me suis écarté. Elle a hésité, pensant que je la laissais entrer, mais ce n'était pas le cas. Derrière moi, sur le sol, se trouvait l'enveloppe épaisse, bombée, agrafée. Elle a suivi mon regard et l'a vu. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Lila. » « Je ne veux pas. » « Lila. » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Elle a fait un pas lent en avant, a saisi l'enveloppe, a sorti les papiers. Ses mains tremblaient un peu, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle ne pouvait pas encore évaluer l'étendue de ce que je savais. C'était son problème. Elle ne paniquait jamais tant qu'elle n'avait pas perdu le contrôle. Et en ce moment, elle n'en avait aucun. Première feuille, la confirmation de réservation. 2 noms, le sien et celui de Brian. Deuxième, les captures d'écran. 10 pages de messages extraits d'une sauvegarde cloud, à laquelle elle ne savait même pas que j'avais accès. Des conversations entre eux, toutes horodatées, nettes, claires. Des surnoms affectueux, des lieux de rendez-vous, des projets. Troisième, ma déclaration notariée, signée il y a 2 jours, déposée en même temps que la demande de séparation. Le seul son dans la pièce était le tremblement du papier entre ses doigts. « C'est de la vengeance », a-t-elle murmuré, les yeux toujours rivés sur les pages. « Non. La vengeance, ça aurait été d'envoyer ça à ta mère. » Ses yeux se sont levés vers les miens. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé. J'ai juste soutenu son regard. « Tu n'as pas le droit de... »« J'ai tous les droits, » l'ai-je interrompu. « Tu as fait entrer ça dans ma maison. Tu l'as laissé entrer dans notre espace. Tu as menti tous les jours, Samantha. Tu m'as fait sentir que je devenais fou. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as fait m'excuser d'avoir remarqué que tu disparaissais. Je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait, ai-je dit fermement. Tu m'as dit que j'étais paranoïaque. Tu m'as ri au nez pendant que je me détruisais en essayant de te croire. Et maintenant,
Tu es là, agissant comme si c'était à moi de m'expliquer. Sa lèvre a tremblé une seconde. Juste une seconde. Mais je l'ai saisie. Cette fissure dans le masque. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle dit. Tu te fichais de savoir si tu m'en faisais ou non. Silence. Elle a regardé vers la rue. Elle n'avait nulle part où aller. Pas encore. Sa voiture était garée de l'autre côté de l'allée. Ses affaires éparpillées dans la boîte qu'elle avait shootée du Porsche. Un sweatshirt gisait dans la terre. Un des miens, ou peut-être un de Brian. Je m'en fichais. Quand elle m'a de nouveau regardé, le charme avait disparu. Plus de ton mielleux. Plus de faux regrets. J'espère que tu te sens très puissant en faisant ça, a-t-elle sifflé, très fière de toi. J'ai tenu son regard. Non, juste enfin propre. Et puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis monté à l'étage, tandis que sa voix s'élevait derrière moi, hurlant contre le bois. Le genre de cris qui viennent quand les mensonges ne fonctionnent plus, quand le spectacle s'effondre, quand le miroir se met à répondre. Je n'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je suis allé dans la chambre, celle qui sentait encore son odeur. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai laissé l'air entrer. Parce que cette maison, enfin, appartenait à quelqu'un d'honnête. Les cris ont cessé au bout de 12 minutes. Je le sais parce que je l'ai chronométré. Non pas parce que j'espérais qu'elle parte, je savais déjà qu'elle le ferait. Je l'ai chronométré parce que je voulais savoir exactement combien de temps il lui faudrait pour réaliser que cette fois, aucune quantité de cris ne lui donnerait ce qu'elle voulait. Quand le silence s'est enfin fait, j'ai attendu 2 minutes de plus avant de redescendre. Juste au cas où elle serait encore accroupie près de la porte, les lèvres retroussées, prête à bondir si elle entendait des pas. Mais le Porsche était vide. Sa voiture était partie. La boîte de vêtements était de nouveau renversée. La moitié de son contenu déversé sur les rosiers. Je n'y ai pas touché. Je suis allé à la cuisine, me suis servi un verre d'eau, me suis assis à table. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'avais pas la tête qui tournait. Je n'étais même plus en colère. J'étais juste vide, non pas de douleur, pas engourdi, mais dépouillé. Comme si quelqu'un avait passé au jet de sable toutes les émotions que j'avais jamais eues à son sujet. Et maintenant, tout ce qui restait était la forme qu'elle occupait autrefois. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'avais pas fait depuis des jours. C'était arrivé la semaine dernière, après avoir vu les images de sécurité. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, un de mes amis, Marcus, travaille dans la sécurité privée. Très discret. Il installe des systèmes de caméras domestiques haut de gamme pour des gros bonnets des entreprises, même quelques célébrités. Je lui ai parlé de mes soupçons. Il n'a pas posé de questions. Il est juste venu un week-end où Samantha rendait visite à sa sœur. Il a installé une caméra sténopée dans le salon, 2 dans le couloir, 1 dans la chambre d'amis. Activée par le mouvement avec audio synchronisé directement sur mon ordinateur portable. 3 jours plus tard, j'ai vu Brian entrer avec une clé. Une clé. Il n'a pas frappé. Il n'a pas sonné. Il est entré. Et pire encore, il était au téléphone en le faisant. Fort désinvolte, tenant un smoothie comme si c'était un jeudi ordinaire. Ça m'a fait quelque chose. J'ai regardé les images 5 fois. Pas parce que j'avais besoin de confirmation, mais parce que je n'arrivais pas à croire à quel point cela semblait normal. La façon dont elle a ri quand il l'a enlacée par derrière. La façon dont elle l'a laissé s'asseoir sur mon canapé, poser ses chaussures sur ma table, lui embrasser le cou. Ce n'était pas secret. Ce n'était pas désespéré. C'était rodé confortable. Ils avaient déjà fait ça. Quand elle est rentrée plus tard ce soir-là, elle m'a embrassé aussi sur la joue. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Elle a dit que je lui avais manqué. Et j'ai dit, toi aussi.
parce que j'attendais toujours le bon moment, non pas pour la blesser, mais pour mettre fin au jeu. Elle pensait qu'elle était en train de gagner. Maintenant, j'étais là, assis, seul dans ma cuisine, 3 heures après qu'elle ait été chassée de son propre désastre, me demandant si elle racontait tout à Brian, ou si elle me blâmait, si elle pleurait, ou complotait, si elle avait quelqu'un d'autre en vue pour la nuit. Ça n'avait plus d'importance. Je suis remonté, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai effacé les images. Je n'en avais plus besoin. Elles avaient rempli leur fonction. Et honnêtement, je ne voulais pas les emporter avec moi. Je ne voulais plus que sa voix résonne dans mes haut-parleurs, riant de cette fausse manière qu'elle utilisait toujours avec les gens qu'elle voulait impressionner. Je suis allé au placard maintenant, à moitié vide. Son côté était désert, à l'exception d'une écharpe perdue et d'un talon rouge qu'elle avait dû oublier. Je l'ai pris, l'ai tenu. J'ai pensé à le jeter par la fenêtre. Au lieu de ça, je l'ai doucement posé sur l'écharpe et j'ai fermé la porte. Demain, j'appellerai l'avocat. Je signerai les papiers. Je lui enverrai l'adresse pour qu'elle récupère ses affaires. Ce soir, je dormirai dans mon propre lit seul. Pas de faux baisers, pas de dos tourné, pas d'odeur de quelqu'un d'autre sur sa peau. Juste moi. Pour la première fois depuis des mois, cela semblait suffisant. Elle n'a pas appelé cette nuit-là. Ça m'a surpris. Non pas que j'attendais des excuses, ce navire avait coulé depuis des mois, mais parce que Samantha ne partait jamais sans un monologue. Elle aimait avoir le dernier mot. Elle construisait des disputes entières autour de ça. Mais pas cette fois. Pas un seul SMS, même pas une grenade de chantage émotionnel du genre « je ne sais plus qui tu es ». J'ai passé la nuit sur les draps, ni endormi, ni tout à fait éveillé. Juste allongé là, à regarder le ventilateur de plafond tourner dans le noir, pensant à tous les petits mensonges qu'elle m'a racontés et que j'avais l'habitude de pardonner ou pire d'ignorer. Comme quand elle disait toujours que son téléphone était mort, quand elle ne répondait pas à mes messages pendant 5 heures. Ou comment sa partenaire de gym n'était que quelqu'un qu'elle avait rencontré dans un cours de groupe, mais dont elle ne se souvenait jamais du nom. C'est fou comme le passé devient bruyant quand le présent se tait enfin. Vers 3h40 du matin, je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai ouvert mes emails. C'est là que j'ai vu le nouveau message. Objet, tu as gagné. Pas de salutation, pas de formule de politesse, pas de corps de texte, juste ces 2 mots. Je l'ai fixé pendant 1 minute. Tu as gagné. Comme si c'était un jeu. Comme s'il y avait des points, des niveaux et un écran final. Comme si le fait que je découvre qu'elle me trompait, mentait, menait une double vie, était le coup à jouer. Et maintenant, c'était moi qui tenais les comptes. Je n'ai pas répondu. Je l'ai archivé. Quelques heures plus tard, le silence a été rompu. Pas par elle, mais par sa mère, Madame Kimberly Duncan. Elle a appelé mon portable, ce qui était étrange, car nous ne nous étions pas parlé depuis près d'1 an. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Son message était court, tendu. Jason, je viens de parler à Samantha. Je pense que vous devez vous parler, s'il te plaît. Ça ne te ressemble pas. Appelle-moi. Ça ne me ressemble pas. Bien sûr que non. Parce que Samantha n'a pas raconté à sa mère ce qu'elle a fait. Elle a probablement transformé ça en une histoire tragique sur une dépression nerveuse soudaine, me dépeignant comme froid et impulsif, peut-être même dangereux. C'était son vrai talent. Pas seulement mentir, mais mentir de manière si convaincante que les autres en venaient à douter de leurs propres yeux. Plus tard dans la matinée, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, indicatif régional de Caroline du Nord. Je pense qu'on doit parler d'homme à homme. Je n'ai pas répondu, mais je savais qui c'était. Brian. J'ai gardé ce message longtemps. Non pas que j'étais tenté, je ne l'étais pas, mais parce que l'audace me donnait envie de rire ou de crier ou les deux. D'homme à homme.
Il n'était pas un homme. C'était un lâche qui entrait par la porte de derrière pendant que je construisais une vie pour deux. Une ombre qui se nourrissait dans la maison d'un autre, comme si c'était son droit de naissance. Et maintenant, il voulait parler. Parler de quoi? De combien les mensonges étaient délicieux quand elle les lui murmurait à l'oreille. De combien c'était amusant que je crois à ses voyages d'affaires. De la sensation du lit quand il sentait encore mon odeur. J'ai posé le téléphone. Je suis sorti dans le garage. Je suis resté là un moment, à regarder la boîte à outils que je n'avais pas touchée depuis des mois. J'ai ouvert le tiroir du haut, tout était encore à sa place. Organisé, propre, intact. Ce tiroir avait quelque chose qu'elle ne m'a jamais donné. L'honnêteté. Les outils ne font pas semblant. Ils sont ce qu'ils sont. On les prend, ils font le travail. Pas de devinette, pas de jeu. J'ai sorti une clé à molette. Je l'ai juste tenue. Froide, solide, réelle. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas amer. J'étais prêt. Parce que je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. J'avais juste enfin fini de jouer. Les 3 jours suivants furent étranges. Pas silencieux, pas bruyant, juste une sorte de grésillement bizarre. Tout semblait en pause. Les gens autour de moi continuaient leur vie comme si de rien n'était, tandis que la mienne vibrait encore de l'impact. Je suis allé travailler. J'ai répondu à des emails. J'ai eu 2 appels, Zoom. J'ai souri quand il le fallait. J'ai ri au bon moment. Personne ne se doutait de rien. C'est ce que la trahison vous fait. Elle transforme votre vie en une pièce de théâtre. Vous récitez vos lignes. Vous respectez vos marques. Vous saluez le public. Mais rien de tout cela n'est réel. La seule chose réelle cette semaine-là, c'était le message vocal de Samantha. Il est arrivé le jeudi soir. 1 minute et 46 secondes. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vu l'appel avant qu'il ne se termine. Juste la bulle rouge qui attendait. Je ne voulais pas l'écouter, mais je le devais. Comme gratter une croûte, juste pour voir si elle saigne encore. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était douce, fatiguée, de ce genre faussement blessé qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie. Et je ne sais plus quoi dire. Je suppose que tu ne me parles plus. Et je comprends. Vraiment. C'est juste que je pensais que tu me laisserais au moins expliquer. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je n'ai rien planifié de tout ça. C'est juste arrivé. Elle a fait une pause là. Cette pause, c'était elle qui ajustait le récit, cherchant la version de la vérité qui pourrait encore fonctionner. Brian n'était pas censé être sérieux. Toi et moi étions si distants, et j'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. C'est toi qui t'es éloigné en premier, Jason. Tu as arrêté de me voir. Cette partie, c'était le coup de poignard, le retournement, le classique. Regarde ce que tu m'as fait faire. J'attendais que tu me demandes ce qui n'allait pas, que tu fasses plus d'efforts. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es juste resté silencieux. Je me sentais seul. Et Brian, lui, il a écouté. Il était là. Autre pause. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien. J'avais juste besoin que tu saches que je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai ri. Pas à voix haute. Juste une brève expiration, un son sans son. Parce que l'amour ne vit pas dans le silence. Il ne se cache pas. Il n'apporte pas l'eau de Cologne d'un autre homme dans notre lit, pour ensuite dire « je t'aime », comme si cela avait encore de la valeur. Le reste du message s'est estompé. Elle a commencé à pleurer vers la fin, ou peut-être à le feindre. Je ne pouvais plus faire la différence. Tout semblait être une performance. Répéter, monter pour faire de l'effet. Quand ce fut fini, je l'ai effacé. Pas par dépit. Pas parce que ça faisait mal, parce que ça n'avait pas d'importance. Le lendemain matin, j'ai envoyé les papiers du divorce par la poste. Envoi prioritaire.
signature requise. Je ne lui ai pas envoyé de SMS, je ne l'ai pas prévenu. Non. Veuillez signer avant cette date. Elle verrait l'enveloppe. Elle saurait. La seule chose que j'ai ajoutée était un post-it à l'intérieur, collé en haut. 2 mots, échec et maths chérie. Ce n'était pas une menace, c'était un rappel. J'avais fini de jouer sur la défensive. Elle a signé les papiers. Pas de dispute, pas de mots, même pas un appel. Juste une notification du service de livraison, livré et signé par le destinataire S. Duncan. C'était tout. Je m'attendais à quelque chose. Un SMS dramatique, un message vocal en larmes, peut-être un appel de dernière minute ou même une pique manipulatrice juste pour me rappeler qu'elle pouvait encore tirer les ficelles si elle le voulait. Mais au lieu de ça, le silence. Ça aurait dû être la fin. Mais les fins avec Samantha n'étaient jamais nettes. Le lundi suivant, en rentrant du travail, j'ai remarqué que la porte-fenêtre de la cour arrière était entr'ouverte. Je ne la laisse jamais ouverte. Je me suis figé la clé dans la serrure, observant l'immobilité de l'herbe derrière la clôture. Rien ne bougeait. La brise était faible, juste assez pour porter un son léger depuis le côté de la maison. Doux, rythmé. Je me suis approché prudemment, pas effrayé, juste tendu. Cette tension profonde qui vient quand on sait que quelque chose ne va pas. Et elle était là, dans la cour arrière, Samantha, assise sur ma chaise de patio, les jambes croisées, buvant une bouteille du vin que nous avions ramené de notre voyage à Napa. La même bouteille que j'avais gardée pour un futur anniversaire. Le bouchon était par terre, la capsule déchirée en 2, son rouge à lèvres sur le goulot. Elle n'a même pas sourcillé quand elle m'a vu. « Tu as changé les serrures », a-t-elle dit comme si c'était une blague, comme si je ne lui avais pas déjà dit à voix haute, de manière permanente, qu'elle n'avait plus sa place ici. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardée. Elle a bu une autre gorgée, a levé les yeux au ciel, comme si nous nous remémorions des souvenirs. Ses cheveux étaient en chignon, avec des mèches folles tombant sur sa joue, comme si elle l'avait coiffée exprès pour paraître insouciante. « Je pensais que tu aurais pu appeler, » a-t-elle dit. « Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Pour demander comment j'allais. Pour nous dire au revoir correctement. J'ai failli rire. Nous dire au revoir correctement. Nous étions mariés, Jason. Ça ne signifie rien pour toi. Est-ce que ça signifiait quelque chose pour toi quand tu l'as laissé dormir dans ma maison ? Sa mâchoire s'est crispée. Je l'ai vu. Un tic. Sa prise s'est resserrée sur le pied du verre, mais elle ne l'a pas baissé. Tu as été froid avec moi pendant longtemps. Je n'étais pas froid. J'étais fatigué. Fatigué qu'on me mente, qu'on m'ignore, qu'on me blâme. Tu ne t'es pas battu pour moi. Il n'y avait plus personne pour qui se battre, Samantha. Ça l'a touché. Pendant une seconde, son sang-froid s'est fissuré. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a regardé son vin. Et un instant, juste un éclair, j'ai vu la version d'elle que j'aimais autrefois. Vulnérable petite humaine. Mais ensuite, elle a levé les yeux et aussi simplement que ça le masque est revenu. « Eh bien, » dit-elle, en se levant, « je suppose que tu as enfin eu ton petit moment de vengeance. Tu dois te sentir très bien dans ta peau. »« Non, » ai-je dit, « je me sens propre. » Elle a souri. « Pas gentiment. Tu vas me regretter. »« Non, » ai-je dit en la dépassant pour prendre la bouteille de vin. « Je vais regretter celle que tu prétendais être. » Elle est restée là quelques secondes de plus, comme si elle attendait que je me rétracte, que je m'adoucisse, que je tombe dans le piège une dernière fois. Mais je ne l'ai pas fait. Elle est partie sans un autre mot. Elle n'a pas pris le vin. Elle n'a pas pris le verre. Elle a juste marché pieds nus sur l'herbe, a repassé la porte et a disparu dans sa voiture sans un regard en arrière,
J'ai versé le reste de la bouteille. Chaque goutte. Puis, je suis resté là en silence, laissant la porte se refermer derrière moi. Le lendemain matin, j'ai de nouveau appelé le serrurier. Nouvelle serrure sur la porte. Clavier de sécurité, réinstallé couverture de la caméra, étendue à la cour, à l'entrée latérale et au garage. Il n'a pas demandé pourquoi. Je ne lui ai pas expliqué. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer tout ce qui me rappelait elle. Je n'étais pas en deuil. Ce n'était pas un deuil. C'était une purge. Ses livres de cuisine, ses bougies, son plaid préféré, avec ses stupides pompons. Tout dans des boîtes données brûlées dans le cas du collage de Polaroid qu'elle avait insisté pour accrocher au-dessus de l'escalier. Je n'ai même pas hésité, je l'ai arraché du mur et l'ai laissé tomber dans la cheminée. Le voir se recroqueviller et noircir m'a fait plus de bien que prévu. Le jeudi, ma maison ne ressemblait plus à un cimetière. Elle me ressemblait. Ce soir-là, Marcus est venu. L'ami qui m'a aidé à installer les caméras, l'une des seules personnes qui connaissait toute l'histoire. Nous nous sommes assis dehors, bière, à la main musique douce. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il a juste écouté. « Ça va ?» a-t-il finalement demandé. J'ai hoché la tête. Je me remets. Il a bu une gorgée. « Tu sais qu'elle va refaire surface, n'est-ce pas? Peut-être pas maintenant, mais un jour ou l'autre. Elles reviennent toujours. Surtout celles qui ne pensent pas avoir jamais fait quelque chose de mal. » J'ai regardé ma bouteille. « Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle le fera? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Cette porte est fermée. » Nous n'avons plus parlé d'elle après ça. Nous n'en avions pas besoin. Les semaines suivantes furent calmes. Travail, salle de sport, sommeil. Et on recommence. J'ai commencé à mieux manger. J'ai arrêté de boire pendant un moment. J'ai annulé tous les comptes de streaming que nous partagions. J'ai changé les draps. Nouvelle couleur. Pas de souvenirs. Puis un soir, en nettoyant le dernier tiroir de ses vieilles affaires, j'ai trouvé le journal. Pas le mien, le sien. Je ne savais même pas qu'elle en tenait un. Il était petit, en cuir, coincé, derrière une pile de carnets inutilisés. L'élastique était encore tendu, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis un moment. J'ai failli le jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai commencé à lire. Les entrées étaient éparses. Pas quotidiennes, même pas régulières, mais le ton était choquant. Elle n'écrivait pas de lettres d'amour ni de poèmes. Elle écrivait des essais, des excuses, des explications, des paragraphes à moitié formés sur ce qu'elle pourrait dire s'il découvre. Des citations comme « Je ne voulais pas mentir, j'avais juste besoin d'espace » et « Il n'écoute jamais ce dont j'ai besoin ». Il y avait même une ligne qui m'a glacé le sang. Si Jason découvre un jour, je nierai simplement. Il réfléchit trop à tout. Il va l'intérioriser. Elle a écrit ça 6 mois avant même que je ne soupçonne quoi que ce soit. Elle planifiait sa sortie, alors que je lui achetais encore des fleurs le vendredi. J'ai fermé le journal. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai mis dans un sac Ziploc, l'ai placé dans un dossier avec le reste des preuves et l'ai rangé dans le coffre-fort. Pas parce que j'en aurais à nouveau besoin, mais parce qu'une partie de moi voulait se souvenir. Non pas pour m'accrocher à la colère, mais pour ne jamais oublier le genre de mensonge que les gens sont capables de déguiser en amour. 41 jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois que je l'avais vue en personne. C'était le jour où elle s'était introduite dans ma cour, avait bu mon vin comme si c'était le sien, et avait laissé ce sourire suffisant comme une carte de visite. Depuis, silence. Pas un message, pas un appel manqué, rien. Je pensais que ce serait la fin. Mais les narcissiques ne partent pas proprement. Ils attendent. Ils élaborent des stratégies. Ils guettent le moment où vous cessez enfin de regarder par-dessus votre épaule.
Quand vous trouvez la paix, c'est là qu'ils attaquent. Pas avec les poings, mais avec de petites aiguilles. Un chaos subtil. Et bien sûr, un mardi matin pluvieux, c'est arrivé. Je faisais la queue à la banque quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu n'avais pas besoin de ruiner mon nom. Juste ça. Je l'ai regardé, impassible. Pas de panique. Juste ce mépris sourd et familier. 2 minutes plus tard, un autre SMS, cette fois, d'un numéro différent. J'espère que l'attention en valait la peine. Ton patron n'appréciera pas. Celui-là m'a fait lever un sourcil. J'ai appelé Marcus. Du bruit de fond, a-t-il dit. Elle cherche la petite bête. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Alors maintenant, elle essaie de te faire vaciller. Ignore-la. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas par peur, mais parce que je voulais savoir jusqu'où elle était prête à aller. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu l'email. Compte anonyme. Objet, pour ton info. À l'intérieur se trouvaient 3 captures d'écran. Recadrées, manipulées, sorties de leur contexte. Toutes des SMS entre moi et une collègue datant de plus d'1 an. Des plaisanteries, des bavardages sur le déjeuner. Rien de sérieux. Samantha avait dû fouiller dans mon téléphone lors d'une de ses escapades chez Target, quand je lui faisais encore confiance pour ne pas fouiner dans mes affaires. Le message sous les captures d'écran disait « On verra comment ton bureau apprécie ça. Les infidèles se font toujours prendre à la fin. J'ai ri. Ce rire amer et creux qui ressemble plus à de l'incrédulité qu'à de l'humour. Samantha essayait de réécrire l'histoire. Elle s'était fait prendre. Alors maintenant, elle voulait retourner le récit, me peindre comme l'infidèle, le menteur, le monstre. Alors j'ai répondu. Pas avec colère, pas avec des menaces, juste un message. Tu as triché. Je l'ai prouvé. Tu as menti. Je l'ai enregistré. Tu as perdu. Je suis passé à autre chose. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué l'email. Puis j'ai tout envoyé à mon avocat juste pour avoir une trace. Ce n'était plus une relation. C'était un travail de nettoyage. Et j'en avais fini de la laisser déteindre sur ma vie comme le fantôme d'une erreur qu'elle n'avait pas fini de commettre. Le lendemain matin, j'ai reçu une seule réponse de mon avocat. Laissez-la continuer à frapper. Chaque coup tombe dans le vide. Il avait raison. Elle pouvait piquer toutes les crises qu'elle voulait, jeter de la terre sur tous les miroirs dans lesquels elle avait peur de se regarder. Ça n'aurait pas d'importance parce que je n'étais plus sur le ring. J'étais déjà de l'autre côté. 2 mois s'étaient écoulés. 63 jours depuis que j'avais changé les serrures. 41 depuis le coup de la bouteille de vin. 11 depuis sa dernière tentative de planter à nouveau ses griffes dans ma vie en essayant de me salir. Et pourtant, je me surprenais encore à hésiter certains matins, la main suspendue au-dessus de mon téléphone, me demandant si aujourd'hui serait le jour où elle essaierait à nouveau, me demandant quelle forme prendrait sa manipulation ensuite. Un message vocal en larmes, un nouveau numéro, un émissaire sous la forme d'un ami commun essayant de prendre de mes nouvelles sous couvert de neutralité. Mais non, le silence. Et puis le retournement de situation est arrivé. Je ne l'ai pas vu venir. Son frère a pris contact. Mike Duncan, un type avec qui je m'étais toujours bien entendu. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous partagions une passion pour le football. Nous faisions des barbecues pendant les vacances d'été, prenions quelques bières quand Samantha était en déplacement. Il était calme, sensé, un contraste frappant avec le tourbillon qu'était sa sœur. Il m'a envoyé un SMS tard, un dimanche soir. « On peut parler ?» J'ai regardé le message, je l'ai laissé reposer, puis j'ai finalement répondu. « À propos de quoi ?» Sa réponse est venue quelques minutes plus tard. « D'elle, tu devrais savoir certaines choses. Je ne suis pas de son côté. » Cela a capté mon attention. Je l'ai appelé. Pas de formalité, pas de gêne, juste une profonde inspiration.
Puis, il a commencé. « Écoute, mec, je ne savais pas ce qu'elle faisait jusqu'à ce que tout explose. Elle ne nous l'a pas dit. Elle a juste dit que tu étais devenu fou. Elle a raconté cette histoire comme si tu l'avais mise à la porte sans raison. Elle a dit que tu étais contrôlant, paranoïaque, que tu avais mauvais caractère. Je n'ai rien dit. » Mike a continué. « Ma mère l'a cru. Bon sang, je l'ai cru au début, mais ensuite les choses ne collaient pas. J'ai parlé à son ex, le type avant toi. Il m'a raconté des trucs, des schémas, le même genre de choses. Et maintenant, Brian, il est parti. Il l'a bloqué, a disparu. Il m'a dit qu'il l'avait largué. Ça m'a fait cligner des yeux. Il l'avait largué. » Mike a soupiré. Je suppose qu'il n'était pas prêt à gérer les conséquences. Elle a essayé d'emménager avec lui. Il a dit non. Elle l'a traité de lâche. Il a changé de numéro. Je me suis adossé à ma chaise. L'ironie m'a presque fait sourire. « Elle s'effondre, mec, » a dit Mike. Elle a dit à ma mère qu'elle est déprimée. Elle dit que personne ne la comprend, qu'on la punit pour une erreur. Mais ce n'est pas une erreur, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Ça ne l'est jamais. Mike est resté silencieux une seconde. Alors tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose venant de moi, mais tu l'as fait. Je ne l'ai pas remercié. Je n'en avais pas besoin. Nous avons raccroché. Je suis resté assis longtemps après la fin de l'appel. Pas en colère, pas triste, juste fini. Elle s'effondrait. Pas à cause de moi, mais à cause d'elle-même. Parce qu'elle a construit son monde sur des illusions et a oublié que les miroirs finissent par se fissurer. Son frère le voyait maintenant. Son ex l'avait vu à l'époque. Et Brian, il s'est enfui. Elle était seule. Et pour la première fois, depuis que tout cela a commencé, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Rien. Ni pitié, ni culpabilité, ni triomphe, juste rien. Elle ne faisait plus partie de mon histoire. Elle était juste la raison pour laquelle j'ai commencé à en écrire une nouvelle. Ce qui est étrange avec la trahison, une fois que le feu s'éteint, une fois que la poussière retombe, c'est que vous ne repartez pas avec de la douleur. Vous repartez avec de la clarté. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais déformé ma propre personnalité juste pour la mettre à l'aise. Combien de mes propres besoins j'avais enfouis au fond d'un tiroir pour qu'elle ne se sente pas défiée, confrontée ou incommodée. J'avais trouvé des excuses pour sa colère, son silence, son dédain. J'ai confondu les regards de côté avec de l'épuisement, les épaules froides avec du stress. J'ai pris les mensonges comme des médicaments, les avalant sans les mâcher, prétendant qu'ils étaient à leur remède, alors qu'ils étaient à la maladie depuis le début. Maintenant, dans le silence, je respirais enfin de l'air pur. Ma maison semblait différente. Elle avait de nouveau un rythme. Pas le silence, la paix. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, à courir avant le travail, à cuisiner à nouveau. De vrais repas, pas seulement des plats surgelés mangés debout au-dessus de l'évier parce qu'elle ne voulait plus s'asseoir à table avec moi. J'ouvrais les stores chaque matin. Elle détestait la lumière du soleil. Je laissais la musique jouer sur les enceintes de la maison dans chaque pièce. Pas les playlists que nous avions faites ensemble, mais de nouvelles, les miennes. Sans signification partagée, sans souvenir construit dans les paroles. Juste du bruit qui m'appartenait à moi seul. Et j'ai recommencé à écrire. Pas des messages, pas des disputes, juste des pensées, des journaux, des vérités que j'avais enterrées sous des années de conflits. J'ai écrit sur la façon dont elle me faisait sentir invisible, sur le fait que j'avais su que quelque chose n'allait pas bien avant d'avoir des preuves, mais que j'avais trop peur de le dire à voix haute, sur la façon dont elle instrumentalisait la déception, me faisant toujours savoir que je n'en faisais pas assez, sans jamais définir ce qui était suffisant. J'ai même commencé une thérapie. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je refusais d'emporter ces dommages avec moi dans la vie que j'aurais ensuite.
C'est dans l'une de ces séances que ma thérapeute, une femme vive et directe, nommée Dr. Keller, a dit quelque chose qui m'a marqué. Certaines personnes ne trompent pas parce qu'il leur manque quelque chose. Elles trompent parce qu'elles sont vides, et elles utilisent les gens pour combler le vide, jusqu'à ce qu'elles trouvent une distraction plus brillante. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru, parce que Samantha avait toujours agi comme si ses actions étaient des réactions, comme si tout ce qu'elle faisait était parce que je n'avais pas fait quelque chose en premier. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle avait faim, et au lieu de nourrir ce que nous avions, elle a pris des bouchées d'autres personnes, espérant qu'elles auraient le goût de la paix. Ce ne fut pas le cas, et maintenant elle se retrouvait avec un tas de restes et aucune table où s'asseoir. Je ne la détestais pas. Je ne lui ai pas pardonné non plus. Je l'ai juste laissée derrière moi. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle ne pouvait pas me suivre. Il a plu le jour où le divorce a été finalisé. Pas une averse, juste une de ces bruines grises et constantes qui rendent le monde silencieux, comme si la terre elle-même faisait une pause. Je ne me suis pas mis sur mon 31, juste un jean et une chemise propre. Je suis entré seul au tribunal. Pas de drame, pas de coup de théâtre de dernière minute. Elle ne s'est pas présentée. Elle a envoyé un représentant, approprié. Même son acte final dans notre histoire s'est fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Le greffier m'a remis le décret final, sans fanfare. Juste un papier tamponné qui confirmait ce que je savais déjà au plus profond de moi. C'était fini. Et pas comme dans les téléfilms. Pas avec des flashbacks au ralenti ou une douce musique de piano. C'était juste fini. Un chapitre clos. Une étagère rangée. Sur le chemin du retour, j'ai pris le chemin le plus long. Je suis passé par des endroits que je n'avais pas vus depuis des mois. Le café où nous avons eu notre premier rendez-vous. Le parc où elle faisait semblant de se soucier des chiens que nous disions que nous adopterions un jour. Même le feu rouge que je brûlais chaque matin quand je courais vraiment avant que les excuses ne commencent à s'accumuler comme les vêtements qu'elle ne pliait jamais. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai nommé « Avant ». J'y ai tout glissé, les photos, les captures d'écran, les scans du journal, les enregistrements, tout un par un. Puis j'ai compressé le dossier, je l'ai crypté et je l'ai enfoui au plus profond d'un disque dur externe. Non pas parce que je voulais m'y accrocher, mais parce que je voulais l'archiver, le sceller, comme une capsule temporelle. Un rappel non pas d'elle, mais de moi, et de la version de moi-même que j'ai dû traîner à travers le feu pour la récupérer. Et puis j'ai ouvert un document vierge, je l'ai nommé « Après ». Je ne savais pas encore ce que j'allais y écrire. Une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une où la vérité ne serait pas quelque chose que je devrais déterrer. Une où l'amour ne viendrait pas avec des petits caractères ou des échappatoires. Mais je savais une chose avec certitude. Le premier mot ne serait jamais son nom, parce que Samantha était le dernier chapitre d'un livre que j'avais dépassé.